Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio d'RTL. Bonjour François Fillon. Bonjour. Votre campagne a été une épreuve depuis la révélation des affaires et là elle va toucher à sa fin, en tout cas pour la première partie, première échéance. Vous avez hâte que ça s'arrête? Il n'y a pas de révélation des affaires, il y a des pseudo-révélations dont personne n'a réussi à démontrer la vérité. J'ai pas du tout hâte que ça touche à sa fin, j'ai hâte que les Français choisissent. C'est un moment très important pour notre pays. On arrive difficilement à la fin de cette campagne à faire émerger les vrais sujets. Difficilement, il y en a dont personne ne parle, la dette, etc. Et donc, pour moi, c'est une semaine très importante parce qu'on parle enfin du fond. Et partout où vous passez, vous dites que vous allez refaire le coup de la primaire, passer devant tout le monde. Alors, ce n'est pas ce que disent les sondages, je sais que vous n'y attachez aucune fois, mais qui vous donnent quand même éliminé au premier tour. Qu'est-ce qui vous rend si confiant, François Fillon? Plusieurs choses. D'abord, le terrain. Ensuite, une certaine connaissance de la sociologie politique de mon pays. Il n'y a pas aujourd'hui 55% de Français qui vont voter pour... un marxiste révolutionnaire, une femme d'extrême droite qui veut sortir de l'euro et du franc. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de désordre dans cette campagne, mais au moment de mettre le bulletin dans l'urne, les Français reviendront à des choix plus raisonnable. Raisonnable, justement. Il y a une drôle de phrase que vous avez eue en meeting. Vous avez dit, je ne vous demande pas de m'aimer, je vous demande de me soutenir. C'est pas très enthousiasmant comme proposition. Les Français n'ont pas besoin d'aimer, d'admirer leur champion. Ça devrait être le discours de tous les responsables politiques. Être président de la République, c'est pas essayer de jouer la star, c'est pas essayer de faire les couvertures des magazines, c'est pas essayer de se faire aimer, c'est essayer de transformer son pays. Et c'est bien tout le problème, c'est que depuis des années, on a des présidents de la République ou des candidats à la présidence de la République qui veulent simplement se faire aimer et si possible se faire réélire. Et du coup, ils font rien. Ben, moi, je veux faire le contraire. Si vous gagnez au final, vous aurez en grande partie gagné tout seul. Vous voudrez décider tout seul? Non, pas du tout. Pour diriger un pays comme la France, il faut... un Premier ministre solide, il faut un gouvernement compétent, il faut une majorité parlementaire, il faut dialoguer avec les organisations syndicales. Il faut gouverner avec bien sûr, Bruno Le Maire, il part le 1er mars. Par exemple, il pourrait avoir une place de choix auprès de vous? De choix, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut gouverner avec tout le monde. Il faut rassembler tout le monde. Il faut surtout rassembler ceux qui expriment des sensibilités différentes, parce que notre pays est fait de sensibilités très différentes, et il faut que chacune de ces sensibilités puisse participer au redressement national. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Si l'accusation d'emploi fictif avait été juste, la justice, qui a été très rapide, aurait déjà rendu son jugement. C'est une de vos phrases in extenso. Bien sûr. Hier dans le Parisien. La justice pourrait vous blanchir dès aujourd'hui et elle ne le fait pas. C'est ça que ça veut dire? Écoutez, le parquet national financier a montré depuis sa création que dès qu'il avait des éléments, il envoyait les affaires devant le tribunal correctionnel. S'il l'a pas fait, c'est qu'il n'avait pas d'éléments. Voilà. Vous pointez des dysfonctionnements. Il faut faire quoi là? Voilà. À 4 jours de l'élection, je ne vais pas revenir sur les dysfonctionnements, mais il y en a. Il y en a en particulier un qui est particulièrement grave, qui est le fait que le secret de l'instruction soit en permanence bafoué. Donc s'il y a une chose, si je suis président de la République, qui changera, c'est celle-là. Et par exemple, si les médias révèlent des informations issues de l'instruction en cours, vous voudriez les sanctionner? Non, ceux qui doivent être sanctionnés, ce sont les services de l'État qui donnent les informations. Ce sont donc les juges. Jean-Jacques Urvoas policiers, j'en sais rien. François Fillon, il veut tenir les juges en laisse. Il a cette nostalgie-là. Pour l'instant, ceux qui manipulent les juges, c'est pas moi. Vous Voilà. en avez les preuves? Vous avez dit que vous aviez les preuves, mais vous n'alliez pas vous voulez pas les fournir? Pour une raison simple, c'est que moi je fonctionne pas de cette manière-là, c'est la justice qui doit faire son travail. Donc j'ai demandé à la justice de le faire, j'ai vu qu'elle n'était pas empressée à le faire, mais j'imagine qu'avec le temps on finira par la convaincre. Vous confiez à nos confrères du Figaro ce matin dans une grande interview que le ministre de l'Intérieur vous avait informé il y a quelques jours d'un message qui vous désignait comme cible possible, potentielle d'un attentat, d'une action qui n'est pas déterminée. Vous étiez d'ailleurs senti menacé? Honnêtement, non, ça n'a rien changé dans le fonctionnement de ma campagne. Je pense que ça fait partie des risques le fait d'être exposé médiatiquement. Mais je pense qu'aujourd'hui, toute la société française est exposée à ce risque-là. Et donc, pour moi, ça n'a rien changé. D'ailleurs, vous avez effectivement refusé de porter un gilet pare-balles à une tribune qu'on vous a proposé, je crois que c'était à Nice. Vous me voyez faire campagne avec un gilet pare-balles. On vous l'a proposé, vous avez dit non. Bien sûr. Je ne veux pas arriver sur la scène Bien sûr, ça n'aurait eu aucun sens. Votre sécurité a été immédiatement renforcée? Oui, elle a été renforcée, bien sûr. Si vous êtes président, les maires pourront
dites-vous, toujours dans le Figaro, connaître les noms des individus fichés S de leur commune, ceux qui résident sur leur commune? C'est-à-dire que je voudrais qu'il y ait, c'est une proposition qu'a fait Valérie Pécresse et je crois qu'elle est intelligente. Il y a beaucoup d'entreprises sensibles, de transport, dans lesquelles il y a des fichiers S et le souci que nous avons, c'est que il y ait une sorte de criblage de faits et que les plus dangereux soient signalés. Je raconte dans la même, la dangerosité n'est pas avérée. Non, mais c'est pour ça qu'il faut que ce soit une décision comment dirais-je, des autorités du ministère de l'Intérieur. Mais je raconte dans cette même interview que je suis allé visiter un établissement à Nice le jour où on m'avait proposé de porter un gilet pare-balles et mes services se sont rendus compte avant d'entrer dans cet établissement que sur les 7 ou 9 salariés qui travaillaient là, il y en avait 5 ou 6 qui étaient fichés S. Parce que c'est vrai que Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur à l'époque, avait dit, pour répondre à cette réclamation d'ailleurs d'élus de droite, ça risque de gêner le travail de fourmi des enquêteurs. C'est pour ça que c'est aux enquêteurs de choisir. C'est aux enquêteurs. Ce ne seront pas tous les résidents fichés S. Donc ce sera effectivement affiné. Il y a des sujets sur lesquels vous n'avez pas varié depuis le début de la campagne. La baisse du nombre de fonctionnaires, 500 000, et la retraite à 65 ans. Le passage de l'âge légal à 65 ans, il se fera avant la fin du quinquennat? Il se fera au même rythme qu'actuellement, c'est-à-dire comme de la même façon qu'on est passé de 60 à 62 ans, à raison d'un trimestre. En 7 ans. Voilà, ça se passera dans le même rythme. Donc ce ne sera pas avant la fin du quinquennat? Non, ce sera juste après. D'accord, donc ça c'est une petite variation par rapport à vos déclarations. Pas du tout, jamais. J'ai toujours dites avant la fin du quinquennat. Non, jamais. Vous n'avez jamais trouvé de déclaration comme ça parce que parce que le passage à 65 ans, il se fait au rythme qui a été celui avec lequel on est passé à 62 ans. Donc ce sera c'est un trimestre par an. Voilà. Vous êtes pour la fin des régimes spéciaux? Je suis pour la convergence de tous les régimes sociaux et j'ai proposé qu'on inscrive dans la Constitution un principe d'égalité des régimes sociaux. Avec le même règle de calcul pour tous. C'est-à-dire qu'on inscrirait dans la Constitution le principe d'égalité. L'égalité veut pas dire l'uniformité, mais l'égalité, ça veut dire que les régimes sociaux doivent être équivalents. Et à partir du moment où ce serait inscrit dans la Constitution, il faudrait que le Parlement, à chaque fois qu'il légifère sur ces sujets, travaille à la convergence de tous les régimes, pas seulement les régimes spéciaux, mais les régimes du public et les régimes du privé, enfin tous les régimes qui ont des avantages particuliers. De ce point de vue-là, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron? Ça arrive, il le fait différemment, mais ça arrive. Une question un peu technique sur la faisabilité, justement, à la fois de la baisse du nombre de fonctionnaires et du passage à 65 ans. 500 000 postes en moins, ça suppose, on l'a rappelé tout à l'heure sur RTL à 7h, d'en supprimer et de ne pas remplacer un départ à la retraite sur 2. Mais si on part plus tard à la retraite, puisque vous passez à 65 ans, il y aura moins de départs, donc il y aura moins de réduction d'effectifs, donc ça risque. Vous venez vous-même de dire d'abord que c'était étalé sur plusieurs années. Et puis surtout, la question, c'est pas celle-là, madame. La question, c'est est-ce qu'on peut continuer à emprunter pour payer les salaires? Voilà. C'est la faisabilité de votre programme. Non, la question, c'est comment on évite la faillite. Voilà. Et si on continue à faire croire aux Français que la question, c'est comment on réduit le nombre de fonctionnaires ou pas, mais c'est pas comment on baisse le déficit, on fait pas le travail de pédagogie nécessaire et un jour, on va se retrouver dans une situation extrêmement grave. J'ajoute que il y a 5 500 000 fonctionnaires en France, enfin, emplois publics plus exactement. Sur ces emplois publics, on met toujours en avant les emplois opérationnels, ceux qui sont au front, les policiers, il y en a 150 000, les infirmières, il y en a 290 000. On parle jamais de l'énorme bureaucratie qui s'est créée dans notre pays. Et c'est là où je veux faire des transformations très importantes, qui parfois iront à beaucoup plus que 1 sur 2. Il y a beaucoup plus de gens qui administrent la santé que de médecins et d'infirmières qui soignent. Il y a beaucoup plus de gens qui administrent l'agriculture que d'agriculteurs dans les champs. Il y a un moment où cette bureaucratie écrase le système. Et c'est aussi pour ça que je veux réduire le nombre d'emplois publics. François Fillon, vous avez refusé de répondre à des questions de la rédaction du Monde sur les affaires. Pourquoi? Oui, absolument, madame. Je ne réponds pas aux questions sur les affaires à 8 jours de la campagne. Ça fait 3 mois que ma candidature, ma campagne est totalement parasitée par les pseudo-révélations sur les affaires. Ça continue tous les jours, des révélations d'ailleurs de plus en plus fantaisistes. Ça aurait été des questions parmi d'autres sur votre programme, c'est comme ils l'ont fait avec les autres candidats. C'est moi qui choisis comment j'organise ma campagne, c'est pas Le Monde. Donc j'ai proposé au Monde une interview sur un certain nombre de thèmes. Le Monde n'était pas d'accord, et c'est très bien, c'est parfait. Mais j'ai pas besoin du Monde alors, pour... Du coup, certains disent François Fillon se dérobe.
Oui, c'est sûr. Pendant 2 mois et demi, j'ai été bâché matin, midi et soir, et parce que 8 jours de l'élection, je voudrais qu'on parle de la dette, du relèvement, du redressement de l'économie ou de la lutte contre l'insécurité. Je me dérobe. Un petit mot quand même, parce Il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est que c'est pas les médias qui décident du tempo, qui décident des questions, qui décident de la campagne. Chacun pose les questions qu'il veut, mais moi, je réponds à qui j'ai envie de répondre. Et Wolfgang Schäuble, conservateur, ministre allemand des Finances, il fustige vos attaques contre la justice et se prononce pour Macron. Vous lui dites quoi? Qu'il remballe ses principes? Non, d'abord il a un peu corrigé le tir depuis. Oui, mais après il a corrigé le tir en expliquant que il y avait quand même plus de proximité entre la CDU et les Républicains. Bon, écoutez, chacun est libre de faire des jugements. J'aime bien. Ça vous a blessé? Oui, un peu, parce que j'aime bien Wolfgang Schäuble, que je connais depuis longtemps, et donc oui, ça m'a blessé. Oui. Valéry Giscard d'Estaing, dans Le Point, fait une tribune où il dresse le portrait du président dont la France a besoin en 3 mots. Conviction, détermination, expérience. Conviction, détermination, ça s'applique à plusieurs candidats, vous êtes d'accord? Expérience, ça élimine qui? Emmanuel Macron, sans doute. Pourquoi il vous a pas nommé d'ailleurs dans cette tribune carrément? Écoutez, ça, il dresse votre portrait. Le président Giscard d'Estaing me conseille, me soutient, m'aide depuis des années. J'ai beaucoup de respect pour lui et je lirai sa tribune avec beaucoup d'intérêt. Emmanuel Macron favorise la montée du Front National, c'est ce que vous sous-entendez ces derniers jours? Je ne me souviens pas d'avoir dit ça. Macron, c'est voter, c'est mettre un bulletin pour Marine Le Pen. C'est en substance que vous nous répétez ce matin dans le Figaro. Ah non, je crois que je dis exactement le contraire. Je pense que je dis que voter Marine Le Pen, c'est voter Macron. Toute voix de la droite républicaine, vous avez raison, oui. qui se porte sur le FN ou sur Nicolas Dupont-Aignan augmente le risque d'une élection de M. Macron. Bien sûr, parce que Madame Le Pen ne gagnera pas l'élection. Donc toutes les voix qui vont vers Madame Le Pen et qui ne vont pas vers moi, et qui vont avantage M. Macron, le font mécaniquement monter. Donc on vote Le Pen et on a Macron à la fin. Voilà, Marine Le Pen ne peut pas gagner l'élection? Non, je ne crois pas, non. Je ne pense pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait 51% de Français qui étaient prêts à confier leur destin ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche. Aujourd'hui, en tout cas. Donc votre ennemi, votre adversaire dans cette élection, c'est Emmanuel Macron? Oui, parce qu'il représente la continuité du quinquennat de François Hollande, il représente l'absence de changement, il représente une candidature très marketing, avec... une volonté de plaire à tout le monde qui est justement la cause des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Mais vous avez agrégé autour de vous un socle solide d'électeurs. Les études montrent qu'il vous manque néanmoins, pour aller au-delà, l'électorat centriste. Vous lui dites quoi ce matin, l'électeur centriste? Bon, d'abord les études, c'est les études. Ensuite, toute la droite et le centre sont rassemblés aujourd'hui autour de moi, que ce soit Alain Juppé d'un côté, Nicolas Sarkozy de l'autre, l'UDI. Je rappelle que on a dans la répartition des investitures pour les élections législatives, on s'est mis d'accord sur plus d'une centaine de sièges pour les députés centristes, pour les candidats centristes. Donc voilà, la majorité qui gouvernera le pays. Avec moi, ça sera une majorité de la droite et du centre. Jean-Louis Borloo pourrait vous apporter votre soutien public, ce serait bien. Je parle avec lui beaucoup, on parle de fond surtout. Est-ce que d'ici à dimanche, il pourrait... Je n'en sais rien, madame. Demain, vous faites l'ascension de Chamonix, il sera là avec vous ou pas? Non, je crois pas. Si vous êtes qualifié dimanche, c'est une question que je pose à tous ceux qui sont susceptibles d'être au deuxième tour. Si vous êtes qualifié dimanche, le premier geste, la première chose que vous faites, c'est quoi? Mais c'est une question personnelle. Hein. Le premier réflexe, vous êtes qualifié, vous apprenez que vous êtes qualifié. Eh ben, je réunis mes collaborateurs pour préparer la campagne du second tour. Bon, d'accord. Et si vous n'êtes pas qualifié? Je pense que ça n'arrivera pas, mais je me repose. Merci. Merci beaucoup, François Fillon, d'avoir été avec nous ce matin dans ce studio d'RTL.